Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous allons commencer cet après-midi de rencontre. C'est la rencontre annuelle des euh, commissions de réflexion de notre espace éthique, des groupes thématiques qui se réunissent régulièrement tout au long de l'année pour réfléchir aux enjeux éthiques dans leur discipline de façon transversale. Cet après-midi, nous sommes quelques-uns en présentiel et puis d'autres en distanciel. Pour ceux qui sont en distanciel, merci de veiller à laisser vos micros bien éteints de façon à ce qu'on ne vous entende pas. Tous ceux qui ont leur micro allumé, pensez à l'éteindre ou ne pas leur allumer. Il y aura des temps d'échange possibles à la fin de chaque communication. Donc, à ce moment-là, soit vous nous envoyez une question sur le chat, soit vous réactivez votre micro en demandant la parole, de façon à pouvoir éventuellement échanger avec les orateurs. Voilà, merci à tout le monde, à ceux qui sont là, ceux qui sont plus loin. Et on va commencer cet après-midi sur la thématique santé et hospitalité, comment repenser le soin, par une conférence d'ouverture sur le concept d'hospitalité. C'est Karine Delanoë, si tu veux bien venir, qui est directrice de projets culturels en santé et chercheure en art et design, rattachée à la chaire Archidesa et au laboratoire UPR Project de l'Université de Nîmes, qui va nous parler de ce concept d'hospitalité pour les 20 minutes qui viennent. Voilà. Merci beaucoup, Perrine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonjour à tous. Je suis très honorée et très heureuse de pouvoir faire cette introduction sur la question de l'hospitalité et je remercie les organisateurs et organisatrices de leur invitation. Euh, donc pour présenter en fait ce concept d'hospitalité, j'ai pensé qu'il serait bienvenu d'adopter une forme un peu particulière, la forme de l'entretien. D'abord parce que entre tient, c'est déjà installé un écart où peut se loger l'hospitalité. Ensuite, parce que l'entretien, c'est aussi l'accueil entre et le don tient. Enfin, l'entretien, c'est le soin que l'on apporte aux gens et aux choses, le souci que l'on a de les entretenir pour qu'ils durent, pour qu'ils conservent leur splendeur d'origine. Pour éclairer notre réflexion, je voudrais donc partager avec vous la teneur d'un entretien totalement fictif entre deux femmes. L'une est malade et se rend à l'hôpital pour la première fois. Nous l'appellerons philia, qui désigne en grec le sentiment d'amitié. La deuxième femme est médecin et elle porte le nom d'Hippa, fille d'Hippocrate. Donc l'histoire commence au matin d'un 24 décembre. Philia, donc la femme malade, franchit le seuil de l'hôpital. Sa respiration s'accélère, une vague mollesse envahit ses muscles. Elle regarde avec inquiétude les portes se refermer derrière elle. La voici dans un espace-temps à haute densité existentielle. Elle entre à l'hôpital avec l'espoir de voir restaurer son intégrité physique et psychique. Mais déjà, elle sait qu'elle ne sera plus jamais la même. Philia franchit le seuil de l'hôpital et fait l'expérience de sa condition d'intranquillité. Elle voudrait, durant ce séjour, guérir, bien entendu, mais aussi être rassurée, se repérer, se sentir vivante, être entendue, exprimer ses émotions, son imaginaire, sa culture. L'hôpital est une organisation complexe. Il repose sur un oxymore. C'est une institution technocratique du care. Philia, après un passage à l'accueil, va s'asseoir sur l'un des sièges potences de la salle d'attente, une appellation peu propice à rassurer. Anxieuse, elle tient dans le creux de sa main un papier avec un numéro. Elle rive alors son regard sur l'écran d'affichage. Elle craint de rater son tour. Notre médecin, Ipa, passe près d'elle, voit son désarroi et prend le temps de s'asseoir et d'engager la conversation. Elle lui dit: Soyez la bienvenue dans cette maison du soin et du prendre soin. Je me risque à cette parole de bienvenue, non pas en mon nom propre, comme si ce lieu me serait propre ou propriétaire, mais bien comme le mot d'accueil que vous adresse tout l'hôpital à travers moi. L'hôpital qui cherche toujours à s'harmoniser
autour de ce simple geste du recevoir. Dans ce geste de bienvenue, mais aussi dans ses limitations, s'agrègent des dimensions éthiques, économiques et politiques qui me dépassent. Filia répond. Pour ma part, je suis sensible à l'expérience de l'hospitalité, à l'échelle de ma subjectivité et de mon quotidien. Quand le corps nous trahit, quand la solitude et la peur nous isolent, quand chacun de nos atomes réclame sollicitude et consolation, les gestes d'hospitalité redonnent un horizon à nos existences brutalement étriquées dans nos organes souffrants. C'est pas moi ça, non? Si. La philosophe Barbara Cassin écrivait que l'hospitalité, ce n'est pas le bout du monde, c'est le monde, celui dans lequel on se déploie chaque jour. L'hôpital n'est-il pas le lieu même où se pratique l'hospitalité? N'est-il pas depuis ses débuts, lorsqu'il était hospice et lazaret, la matérialisation, l'architecture même d'une éthique de l'hospitalité? Ne doit-il pas dès lors accueillir chaque étranger dans le besoin comme un hôte? Comment devient-on étranger? Malade, je suis devenue étrangère à la communauté d'expérience de mon entourage, étrangère par ma souffrance incommunicable. J'en appelle donc au droit d'hospitalité. Mais je ne suis pas seulement étrangère, je suis aussi souffrante. Cette souffrance, conformément au dire du philosophe Paul Ricoeur, affecte mon pouvoir de dire, mon pouvoir d'agir, mon pouvoir de faire. Cette impuissance à dire, à agir, à faire doit être aussi considérée à l'hôpital. Cette étrangeté de la maladie, n'est-ce pas ce qui doit être accueilli à l'hôpital? Pas seulement la maladie, mais aussi la question de la personne qui la porte. Pardon. Sa question sur sa naissance et sur sa mort, sur sa vulnérabilité et son pouvoir, sur ses liens, sur sa raison et sa folie. Hippa répond alors avec douceur à Filia. L'hôpital public est en effet tramé de tout temps des fils de l'hospitalité. Et pour lui, comme pour le poète Edmond Jabès, l'hospitalité se lit toujours comme une bonne nouvelle. Vous êtes là, madame, parce que vous avez une maladie et que nous pouvons la soigner grâce à la médecine. Quand je pose mon regard sur votre visage, je vais d'abord scruter les indices qui vont me permettre d'évaluer votre santé. Il s'agit d'un regard clinique. Je ne suis pas encore inscrite dans une relation d'hospitalité. Mais quand vous levez vos yeux interrogatifs sur mon propre visage, alors je vous vois tout entière et me voici l'hôte de votre attente. Comme dit le philosophe Emmanuel Lévinas, je découvre votre visage comme une épiphanie, c'est-à-dire en tant que révélation de la relation éthique qui nous lie, celle qui nous interdit de faire le mal. Je deviens à ce moment précis doublement responsable de vous en tant qu'être humain et responsable de votre santé en tant que médecin. Je suis dès lors prise en otage par la conscience de la responsabilité que j'ai face à votre vulnérabilité et devant la nudité de votre visage. Et cet accueil que j'accorde à votre vulnérabilité, à votre nudité, à votre souffrance, fait de vous mon hôte. Au demeurant, le terme d'otage entretient une proximité troublante avec le terme d'hôte. Filia lui répond, « Mais qui est l'hôte de qui? Cela n'est pas très clair. Le mot hôte désigne bien autant celui qui accueille que celui qui est accueilli. Cette ambivalence sémantique montre que la réciprocité est au cœur de l'hospitalité. À dire vrai, vous ne pouvez pas m'accueillir sans que moi-même j'exerce mon hospitalité en vous accueillant à mon tour. Comme dans la relation thérapeutique, vous ne pouvez pas me soigner sans que moi-même j'accueille et donne une suite à vos traitements. La prise d'otage est réciproque. La patiente que je suis se sent également responsable et garante de votre place de soignant. Je suis l'hôte de votre hospitalité et vous êtes l'hôte de la mienne. Mais cette relation est asymétrique, vous le savez. C'est moi, patiente, qui subis les restrictions à ma liberté et les conditionnalités à votre accueil les plus importantes. Hippa lui dit alors, « Pourtant, l'hôpital est l'un des derniers espaces où se pratique ce que le philosophe Derrida appelle l'accueil inconditionnel ou l'hospitalité juste.
qui désigne une hospitalité infinie, dans laquelle je renonce à toute prérogative, à tout pouvoir, à tout enrichissement. Les urgences de l'hôpital public la pratiquent, car elles accueillent toute personne en détresse, quelle que soit son identité, son genre, son âge, sa solvabilité ou toute autre caractéristique pouvant écarter ce geste irréductible d'hospitalité. Ce point est important, car ce très beau mot d'hospitalité est mondialement confisqué par le secteur du tourisme, alors que la relation dans le tourisme repose sur un échange mercantile, ce qui vient déjà annuler le sens même de l'hospitalité. Filia lui dit: cependant, il faut bien constater que l'hospitalité inconditionnelle n'est que temporaire, à l'hôpital, comme ailleurs d'ailleurs. Après les urgences, le temps des conditionnalités arrive. Et cela est nécessaire, je peux le comprendre, car l'hospitalité absolue contient aussi le ferment de sa propre destruction. Pour Derrida, elle pourrait même potentiellement ouvrir un espace de violence sauvage, dans la nuit où nul ne sait rien de l'autre, où il n'est pas possible de se reconnaître. Les soignants en psychiatrie qui pratiquent l'hospitalité absolue avec des personnes étrangères à elles-mêmes et aux autres le savent bien. Certes, mais l'horizon d'attente d'une hospitalité absolue doit rester, de mon point de vue, un impératif éthique en tant qu'horizon. Ipa lui dit: l'éthique soignante a besoin de ces conditions pratiques adaptées à l'exercice de la médecine. En outre, appréhender l'hospitalité comme une valeur abstraite, comme un drapeau identitaire, comme un énoncé performatif de l'hôpital, c'est prendre le risque de l'exonérer de la question de sa mise en pratique concrète. Fort de sa conviction morale, l'hôpital n'en vient-il pas à négliger d'investir les formes matérielles et concrètes que l'hospitalité prend dans la vie quotidienne de chacune et de chacun? Intègre-t-il les efforts que cela demande de s'adresser à la part d'altérité de chaque personne, à sa singularité, celle qui ne peut jamais s'objectiver? L'hospitalité doit se penser et se traduire à l'échelle de la vie quotidienne, elle doit changer la vie des gens. Filia dit: je suis d'accord avec vous, mais se soucier des conditions et des milieux dans lesquels les patients et les soignants font l'expérience de l'hospitalité n'implique pas la surabondance de règles et de restrictions. L'excès de conditionnalité, tout d'ailleurs comme son absence totale, ruine l'hospitalité elle-même, pour les soignants comme pour les patients. L'accumulation d'obstacles réglementaires, administratifs, numériques dans la prise en charge des patients ne peut que miter la trame institutionnelle de l'hospitalité pour tous. IPA lui répond: de si nombreux hospitaliers s'épuisent à raccommoder cette trame institutionnelle de l'hospitalité armée de leur seule éthique. C'est-à-dire qu'ils pratiquent malgré tout, dans l'espace réduit de leur liberté et surtout de leur disponibilité, une part de cette hospitalité absolue, parce qu'elle est l'éthique de toutes les éthiques. L'hospitalité reste toujours, in fine, du ressort de celles et ceux qui sont engagés dans la relation. Filia reprend: mais cette relation peut être soutenue par le milieu dans lequel elle se pratique. Pour Edmond Jabès, l'hospitalité, c'est le bonheur d'aménager sa demeure pour accueillir autrui. C'est donc non seulement en aménageant la demeure de l'hôpital que le soignant peut se trouver dans un milieu propice à nous accueillir, nous, les patients. Au demeurant, ethos, en grec, signifie la demeure, le séjour. La question de l'éthique ne fait qu'une dans son extension avec la question de l'habitat comme hospitalité. C'est pourquoi les espaces de l'hôpital doivent porter, toujours dans leur esthétique, plus de considération et de délicatesse que n'importe quel hôtel de luxe. IPA lui dit: pour nous soignants, l'hôpital est comme une deuxième maison. Nous voulons l'aménager pour que vous vous sentiez accueillis comme des hôtes, pour que vous soyez entendus dans votre question existentielle. Pour vous, l'hôpital doit être le lieu de la réparation, certes, mais aussi du réconfort, le lieu du soin, mais aussi du prendre soin, de la guérison, mais aussi du ressourcement pour retourner fort dans la cité. Cela signifie que l'espace-temps de l'hôpital doit pouvoir accueillir non seulement vos organes malades, mais aussi vos récits, votre sensibilité, votre sensorialité,
votre singularité et toutes ses formes d'expression. Nombre d'entre nous ont renoncé à ce métier parce qu'ils se sentaient impuissants à faire vivre cet ethos. Philia dit « Vos paroles sont des filets d'eau claire sur mon cœur inquiet. L'hôpital est un joyau de la République et il ne doit pas être détourné de son horizon d'hospitalité inconditionnelle par des logiques comptables, des idéologies d'hostilité et des phénomènes sociopolitiques dans lesquels la valeur des vies n'est pas égale. L'hospitalité est politique car elle est une décision collective sur la question radicale de l'accueil de toute personne nécessitant un hébergement, une nourriture ou des soins, quelles que soient ses caractéristiques, ses moyens et le lieu d'où elle vient. Pour reprendre le titre d'un livre du philosophe Michel Agier, « Seul compte le fait qu'il s'agisse de l'étranger qui vient ». Hippa répond « Mais les hospitaliers sont farouchement arrimés à cette éthique. Savez-vous ce que nous pouvons ressentir quand nous ne pouvons pas soigner tout le monde, quand des patients arrivent trop tard parce qu'ils habitent dans un territoire désertifié, quand les plus pauvres arrivent chez nous trop abîmés par manque de suivi et de prévention, quand les personnes étrangères se trouvent 2 fois étrangères par le lieu d'où elles viennent et par les maladies et les traumatismes liés à leur migration. » Philia regarde alors le tableau d'affichage. C'est bientôt son tour. Alors elle dit « La dialectique entre hostilité et hospitalité ne peut se résoudre. La tension entre hospitalité absolue et hospitalité conditionnelle ne peut pas non plus trouver d'issue. Ces apories sont l'énergie même de la pensée sur l'hospitalité. Mais en tant que patiente, j'attire votre attention sur ce que l'on pourrait appeler une poétique de l'hospitalité, c'est-à-dire l'ensemble des gestes, des signes, des objets, des formes, des sons, des instants qui sont porteurs de cette intention et de cette attention portée à chacun. C'est ainsi que vous préserverez toujours une part d'hospitalité absolue dans les conditions qui lui sont imposées. C'est pourquoi l'hôpital doit accueillir les récits, les émotions, les expressions, la beauté du monde. Et avant de vous quitter, pour illustrer ce propos, je voudrais vous faire écouter le chant de mon fils. Il souffre d'un syndrome autistique grave et n'a jamais parlé. Ces dernières années, il a participé à un atelier de musique à l'hôpital avec des musiciens. Quoi de plus étrange, n'est-ce pas, que l'autisme? Quoi de plus étranger que le renoncement au langage dont Derrida, Arendt et Lévinas font le territoire principiel de l'hospitalité? Or, unissant leur puissance d'hospitalité, le musicien en accueillant le silence de l'enfant, les soignants en accueillant la différence et la souffrance de l'enfant, mon fils a sans prévenir levé sa voix, comme il aurait levé son visage, ouvrant à l'épiphanie de la rencontre. Je vous invite à fermer les yeux et à écouter le chant de Farid. Hippo, ah, hippo, ah, hippo, ah, hippo, 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 Tu feras pas, 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 oh, tu me...
Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Karine. Oui, est-ce que voilà, il y aurait des personnes qui voudraient interroger Karine, demander des précisions, rajouter des éléments? C'était beaucoup de concepts, je pense, voilà, qu'on va décliner maintenant avec le travail des commissions. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous voulaient préciser. Oui, Bernard Laborel. C'est une remarque qu'il faut dire parce que certainement on ne va pas pouvoir le dire dans toutes les interventions. Mais votre exposé qui nous touche autant à la tête qu'au cœur, finalement nous fait réfléchir combien il y a de la violence contre les praticiens, contre tous ceux qui agissent dans le sens dont vous avez tracé la voie. Et on ne se rend pas compte combien peuvent souffrir aussi nos agents d'être dans l'impossibilité d'aller au bout du sens qu'ils donnent à leur métier. Voilà. Est-ce que tu veux... Non, mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand, à la sortie du Covid, hein, quand il y a eu les revendications d'une meilleure reconnaissance, de meilleurs salaires, absolument et totalement légitimes. Mais en fait, j'avais entendu dans plusieurs médias des infirmiers dire que c'était pas que ça, que s'ils quittaient l'hôpital, parce qu'il y a quand même eu une hémorragie, si je puis dire, de soignants à la suite du Covid. C'était certes à cause de l'épuisement, de la non-reconnaissance, des niveaux de salaire pas à la hauteur du service rendu, on va dire. Mais plusieurs avaient dit ce que vous venez de dire, qu'ils partaient parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient plus, que les conditions n'étaient pas plus réunies pour qu'ils puissent réellement vivre leur éthique de soignant et que ça leur était insupportable. Voire certains ont même parlé de retournement, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être dans l'hostilité, de faire du mal aux gens, en fait, plutôt que de leur faire du bien, et c'était insupportable, quoi. Alors, à ce propos, la dernière intervention, celle de Philippe Brunet, abordera cette question, l'idéal des soignants mis à mal. Donc, il viendra compléter un peu ce qui a été mis en exergue, là, la remarque qui a été faite. Bon, peut-être, je pense, on va continuer, puisqu'on a démarré avec un petit peu de retard. Et donc, on va maintenant commencer à écouter les différents représentants des différentes commissions de l'espace éthique.